Rejoint aujourd'hui pour ce premier webinaire du groupe Construction et Aménagement. Pour commencer, juste un rappel, le webinaire est enregistré, comme ça permettra qu'il soit accessible à ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Autre détail pratique, merci de couper votre micro, voire même de couper votre vidéo pour libérer de la bande passante. Et puis voilà, et veuillez poser vos questions par chat, s'il vous plaît. Chantal Farr, organisatrice pour, Minales Alumni, les lira attentivement, c'est certain, et les soumettra après la présentation, qui aura lieu dans quelques minutes. Soyez assurés, nous serons plusieurs maîtres du temps pour s'assurer qu'il restera de la place pour le plus grand nombre de questions. Donc c'est le premier événement organisé par le groupe, professionnel Construction et Aménagement. C'est un groupe issu de la fusion du groupe Génie de la construction, porté par Pascal Barillo, et du groupe immobilier, porté jadis par moi. Nous sommes tous les 2 des alumni des mines d'Alès. Alors, j'ai bien dit mines d'Alès parce qu'on est sortis au XXe siècle et je passerai sous silence, nos dates de sortie, hein. Plus sérieusement, vous trouverez sur le site, IMT Minales Alumni des infos sur le groupe professionnel. On peut aussi vous passer, des coordonnées, par chat pour contacter Chantal, Élise, qui n'est pas là, mais, Pascal et moi, donc pour vous donner plus d'informations sur le groupe. Le but, c'est de laisser de la place pour la présentation, donc on pourra, se recontacter par la suite. Donc comme l'ensemble des groupes professionnels, le groupe Construction et Aménagement a pour ambition de partager des connaissances, des expériences, des expertises, d'échanger sur des sujets d'ingénierie, alors forcément en lien avec construction et aménagement, donc on pense forcément aux matériaux, au développement d'une opération immobilière, à de l'énergie, donc forcément aujourd'hui le nucléaire, enfin ça rentre bien dans ce périmètre. Édouard Thomas, diplômé de l'IMT Lille Douai, va dans quelques minutes présenter un état des lieux sur l'industrie nucléaire et partager une partie de son expérience sur Hinkley Point. Il va passer sous silence tout ce qui est confidentiel, évidemment. Donc nous comptons sur vous pour accueillir ces propos en toute sérénité, en respectant le climat bienveillant habituel dans les rencontres alumni. Et donc voilà, on voulait juste, par là, préciser que c'est pas un débat sur le nucléaire, on est en toute tranquillité entre gens, bien intentionnés. Voilà. Édouard, à toi la parole. Eh bien, merci Florence. Bonjour à tous. Donc, Édouard Thomas, donc promo IMT Lille Douai 2020, donc fraîchement diplômé. Donc, je vais vous parler donc justement du nucléaire qui a été ma première expérience de travail juste après la sortie de mon diplôme. Donc, je vous remercie d'assister à cette présentation et laissez-moi du coup vous présenter mon propos. Alors, donc, sommaire, classique, donc, je vais commencer par introduire, quelques notions, puis je vais vous présenter, en fait, le parc, français nucléaire, actuel. Avant de vous présenter donc Hinkley Point C, la centrale nucléaire, construite, dans le sud-ouest de l'Angleterre et pour finir, en fait, sur les impacts d'une construction nucléaire. Donc le contexte écologique actuel, donc en 2016, les accords de Paris, donc très gros accord, qui a mobilisé 195 signataires et qui avait pour principal objectif de limiter en fait les émissions à effet de serre pour notamment en fait, contenir la hausse des températures moyennes de, de notre planète Terre. Donc, idéalement en dessous de 2 degrés et de préférence à 1,5 degré. Donc, pour ce faire, il a été demandé donc, que chaque pays signataire développe, des stratégies de développement, donc comme la France, par exemple, en 2017 avec son plan climat, pour obtenir en fait une neutralité carbone en 2050. Donc qu'est-ce qu'on entend par neutralité carbone? Pour faire un bref récapitulatif, c'est que la Terre, de manière naturelle, en fait, va absorber du carbone, que ça soit, par les océans ou par, rejet dans l'espace ou par captation, de la photosynthèse, des forêts et en fait, donc
Donc cette captation de carbone doit être égale à la production de carbone que l'homme va émettre. Et en fait, comme ça, on arrive à zéro, et c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc, c'est le but que 195 pays ont décidé de le faire. Donc maintenant, je vais vous parler de la consommation finale, donc non pas la production, mais la consommation finale des Français en 2021. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est majoritairement du nucléaire à 40%. Donc, la France a consommé à peu près 2800 TWh en 2021. Donc, là, vous pouvez voir en fait les pourcentages. Donc, 40% de nucléaire, à peu près 30% de pétrole, un peu d'énergie renouvelable qui commence à apparaître, donc 13%. Et donc, ces 2800 TWh servent principalement en fait à nous chauffer et à travailler sur les services, donc dans le tertiaire, un peu de transport et de l'industrie. Donc, ces données viennent du ministère de la Transition énergétique. Donc ça, c'est actuellement le mix français, la consommation finale des Français en 2021. Maintenant, je vais vous faire, en fait, je vous ai donné aussi quelques exemples. Donc, un premier de la classe, donc, qui est la Suède. Donc là, vous pouvez voir que, en fait, ces énergies renouvelables sont quand même presque 3 fois plus supérieures que la France à 45%, un peu du nucléaire à un tiers et un peu d'énergie fossile. La Pologne, elle, par contre, dernier de la classe, 77% d'énergie fossile, pas de nucléaire et des ENR. Mais il faut bien aussi mettre en relation en fait, la consommation de ces pays. La Suède peut-être peut se permettre de faire autant d'énergie renouvelable, car elle n'a besoin en fait que de 550 TWh annuels, là où la France, en fait, on a 2800. Et cette consommation, en fait, du coup, chaque consommation va du coup émettre des gaz à effet de serre. Donc là, vous pouvez voir un peu l'impact énergétique de chacune des personnes. Donc, ça, c'est donc les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique par habitant. Donc, vous voyez que la France, en fait, chaque habitant, chaque Français rejette 4,5 tonnes de CO2 pour, en fait, donc la consommation énergétique. Donc, on fait moins bien que la Suède qui est à 3,4. On est meilleur que les Polonais à 7,6. Mais en fait, on est toujours quand même assez loin des accords de Paris. À titre d'information, la moyenne mondiale se situe autour de 5. Et en fait, les plus gros pollueurs, ça va être le Qatar qui se situe autour de 25. Mais on s'aperçoit quand même qu'en fait, en fonction de ces premières données, l'utilisation du nucléaire et du renouvelable, en fait, semble assez pertinent pour le moment pour essayer de respecter les accords de Paris. On voit bien que la Pologne, avec une majorité d'énergie fossile, aura du mal à pouvoir suivre les accords de Paris. Donc, pour le moment, avec la France qui a son mix énergétique comme ça, a construit son parc électronucléaire. Donc, je vous ai tiré une citation d'un lord anglais que j'aime beaucoup. Donc, la France n'a pas de charbon, la France n'a pas de pétrole, la France n'a pas de gaz, la France n'a pas le choix. Donc, ce lord anglais, Walter Marshall, n'avait pas totalement tort. Et c'est pour cela qu'en 1974, le plan Mesmer est apparu. Donc, Premier ministre français qui a décidé en 1974 de lancer son premier plan. Donc, pourquoi? Donc, plusieurs raisons. Donc, la principale raison a été en fait à la suite du krach pétrolier de 1973, en fait, où la France a vu sa facture énergétique multipliée par 4. Donc, c'était compliqué pour les Français de se chauffer, et c'est pour ça que notre Premier ministre a décidé le nucléaire. Pourquoi aussi le nucléaire? Donc, il faut savoir que le nucléaire est très peu gourmand en termes de matériaux par rapport au rendement, à l'énergie qu'il va pouvoir nous apporter. En fait, il n'a besoin que de 0,8 tonnes d'acier de béton par gigawattheure. Ou là, je vous donne une petit exemple. Pour le solaire, on est à 17 tonnes. Donc, c'est nettement moindre euh, que pour le solaire, l'éolien. Et de plus, il y a aussi moins besoin de tout ce qui est matériaux rares. Donc, vous savez, tout ce qui est silicium, tous ces produits dont la France ne dispose pas, qui sont très gourmands pour l'éolien et le solaire, mais pour le nucléaire, pas trop. Et donc, c'est pour ça qu'à la suite, donc le plan Mesmer, initialement, le plan Mesmer, c'était une dizaine de réacteurs de 1000 mégawatts. Donc, c'est ce que vous voyez là en 76-80. Donc, on en a construit 11.
puis 80, 85, 86, 90. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a construit quasiment une cinquantaine de réacteurs en 15 ans de temps. Et c'est pour ça, en fait, que la France est toujours considérée comme étant le leader mondial de la construction nucléaire, car aucun pays ne nous a dépassés depuis cette période-là. Donc, on peut expliquer aussi cette efficacité par l'effet de série. On a construit beaucoup, donc on avait encore les connaissances pour pouvoir construire de manière efficace et efficiente. Donc maintenant, donc petite carte qui est répartie, en fait, qui explique un peu le nucléaire actuellement en France. Donc ces 56 réacteurs REP pour réacteurs à eau pressurisée sont répartis sur 18 centrales. Euh, donc vous pouvez les voir. Actuellement, la plus ancienne centrale est celle de Bugey, à la suite de la fermeture de Fessenheim, donc qui était en Alsace, dans l'est de la France, il y a de ça quelques années. Donc maintenant, c'est celle du Bugey. Donc elles sont réparties sur 18 centrales, et comme vous pouvez le voir, la majorité des centrales sont à côté d'un fleuve ou de la mer, car elle va permettre, en fait, car cette eau froide gratuite va permettre de pouvoir refroidir le système. Et à ces 56 réacteurs à eau sous-pressurisée se rajoute en fait notre réacteur EPR, donc qui veut dire European Pressurized Reactor, ou un réacteur pressurisé européen, en fait, qui a été développé en coalition avec Areva et Siemens, donc l'énergéticien allemand et français, euh, dans les années 2000, et qui est situé à Flamanville. Donc là, bonne nouvelle, il y a quelques jours, je crois que c'est l'ASN qui a autorisé donc le réacteur de fonctionner à 100% de sa capacité pendant 10 semaines en essai. Et si tout se passe bien, bah, peut-être que dans 10 semaines, Flamanville pourra enfin produire de l'électricité. Donc, petit rappel sur en fait, ces réacteurs, ces 56 réacteurs REP et le réacteur EPR. Donc, il faut savoir que les 56 réacteurs REP font partie de la génération numéro 2, alors que celui de Flamanville fait partie de la génération numéro 3. Et qu'est-ce qui change entre la génération numéro 2 et la génération 3? Donc, il y a on va dire quelques améliorations en termes de rendement, en termes d'échange thermique, mais la principale amélioration, enfin, ce qui va changer énormément la donne entre un générateur de deuxième et troisième génération, en fait, ça va être la sûreté nucléaire. Les réacteurs de troisième génération, dont fait partie Flamanville, en fait, ont été faits avec une approche déterministe de l'incident nucléaire. Donc, quand ce réacteur a été conçu, les concepteurs se sont dit, on va faire face au pire des scénarios possibles, et le pire des scénarios possibles dans une centrale nucléaire, c'est la fusion du cœur du réacteur. Et ils ont une approche donc déterministe où à 100%, on sait que ça va se passer. Donc maintenant, comment on fait pour contenir cette fusion à l'intérieur du réacteur? Comment on fait pour la contenir et qu'elle reste à l'intérieur du réacteur et qu'elle ne s'échappe pas à l'extérieur? Et donc c'est vraiment ça le saut quantique qu'il y a eu entre la deuxième et la troisième génération, c'est cette approche déterministe, alors que les réacteurs de seconde génération étaient avec une approche probabiliste. Donc, donc cette approche probabiliste, voilà, vous pouvez vous l'imaginer, on suppose que ça peut se passer, mais avec un taux très faible, donc on ne le prend pas en compte. Et c'est pour ça que Fukushima, avec la vague de 18 mètres, alors que la vague centenale était à 16 mètres, bah, ils n'auraient pas pu prévoir à 18 mètres. Et avec cette approche probabiliste, ça a capoté. Donc, le parc moyen actuellement est de 64,5, 61,4 gigawatts, le maximum autorisé étant de 63. Et ces réacteurs ont pris en moyenne 5 ans, contrairement à Flamanville, qui a pris 19 ans. Mais c'était la première crêpe, le premier réacteur de la nouvelle génération, donc forcément au début, il y a des erreurs. Donc les limites du parc maintenant, donc en fait l'âge moyen du parc est de 37 ans et normalement la durée de vie initiale des réacteurs est de 40 ans. Donc là on voit qu'on arrive vraiment à la date butoir. Euh, En 2029-2035, 14 réacteurs vont fermer. Et en 2050, voilà, si rien n'est fait, donc en fait plus aucun de nos réacteurs marcheront. Le dernier
étant celui de Civaux, qui a été mis en date en 2022. Donc 2022 plus 40, 2042. Et je vais vous expliquer aussi après, mais on peut étendre la durée de vie des centrales. Enfin, on peut, c'est l'autorité de sûreté nucléaire, autrement dit l'ASN, qui décide si cette extension est faisable. Donc, on voit bien qu'avec cet âge vieillissant qui approche la date butoir de la durée de vie initiale, on arrive vers une impasse. Donc, plusieurs solutions sont donc à trouver. Et donc, celles-ci ont été ont été reprises. Donc, première, donc l'extension de la durée de vie des centrales. Donc, voilà, donc, comme je vous l'ai dit, donc, pourquoi en construire d'autres si on peut étendre la durée de vie? Donc, c'est ce qu'on appelle les visites décennales. Donc, tous les 10 ans, EDF va inspecter tous les robinetteries, les soudures, le béton, tout ce qu'il y a dans une centrale pour en fait faire une centrale qui est propre à la visite de l'ASN pour montrer à l'ASN qu'en fait sa centrale tient le coup et peut marcher 10 ans de plus. Donc, par exemple, pour les centrales du budget, qui sont actuellement les plus vieilles centrales en France, EDF espère que l'ASN autorisera en fait 10 ans supplémentaires pour ces centrales. Une deuxième solution est donc la construction de la nouvelle génération EPR, donc la génération 3.2. Donc, c'est celle qui a été retenue par le président de la République il y a quelques mois, la construction de 6 nouveaux EPR. Donc, j'ai dit 3.2 et pas 3.1. Donc, Flamanville actuellement est 3.1 et le président veut construire des 3.2. Donc, les 3.2 seront en fait des centrales qui sont quand même plus facilement constructibles, qui nécessitent moins de matériaux, qui est moins complexe que la 3.1. Car en fait, la grosse difficulté d'une centrale nucléaire, c'est de la construire. Donc, en fait, actuellement, à Lyon, les designers sont en train de préparer la 3.2 et c'est ce vers laquelle donc, le président de la République a décidé d'aller, avec 2 centrales à Penly dans le nord, en Normandie, 2 centrales dans le nord, à Gravelines, et 2 au Bugey. Donc, Bugey, voilà, pour remplacer peut-être les centrales vieillissantes. Une troisième solution est donc aussi la sécurité de l'approvisionnement en combustible. Donc, parce que la France, en fait, n'a pas de charbon, n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, elle n'a pas d'uranium non plus. Donc, il faut sécuriser ce combustible-là. Et on a de la chance. Orano, donc celui qui approvisionne en combustible fossile les centrales nucléaires en France, a signé un contrat avec Kazatomprom. Donc, c'est un minier kazakh, donc dans le Kazakhstan. Un gros contrat en fin 2022 pour, sur les 15 prochaines années, livrer 45 000 tonnes d'uranium. Donc, il faut savoir qu'une centrale consomme environ 200 tonnes par an. Un réacteur consomme environ 200 tonnes par an et une centrale peut être composée de plusieurs réacteurs. Donc, extension de la durée de vie des centrales, construction d'une nouvelle partie pour remplacer la précédente, petit à petit, et sécurité de l'approvisionnement en combustible. Donc ça, c'est côté nucléaire. Donc, on voit que la France donc, renforce et veut être périn en fait sur son mix nucléaire, sur son énergie nucléaire, mais aussi on voit aussi un développement des énergies renouvelables aussi. Donc il n'y a pas que le nucléaire, comme on a pu le voir, le renouvelable est aussi très bien. Et donc c'est pour ça que en fait en éolien offshore, qui commence à se démocratiser beaucoup. Donc à Fécamp, dans le nord aussi de la France, dans le nord-ouest, un parc de 50-55 éoliennes offshore est en train d'être construit par Bouygues et normalement devrait être fini en 2023, d'une puissance de 1,5 gigawatt, donc ce qui n'est pas rien. Et ces projets-là commencent à se démocratiser. Et on a aussi l'énergie hydroélectrique, donc avec nos barrages. Et et actuellement, un marché public vient d'être alloué pour un barrage dans le lac du Coiselet, en amont du lac de Vouglan. Donc le lac de Vouglan, c'est le lac qui est en amont de Lyon. Donc ils vont refaire un barrage en amont du barrage de Vouglan d'une puissance de 16 mégawatts, 120 millions d'euros. Donc on a aussi le solaire, et on en a plein d'autres. Mais voilà les principales sources
vers lesquels en fait la France s'oriente pour son approvisionnement énergétique. Donc, c'est renouveler le parc nucléaire, développer les énergies renouvelables, et finalement ça a du sens en fait de fournir les deux. Donc parce que le nucléaire c'est pilotable, le renouvelable l'est pas, mais le renouvelable ne consomme rien. Donc ce choix semble pertinent pour le futur énergétique en respectant les accords de Paris et pour l'approvisionnement énergétique des Français. Laissez-moi parler du coup de Hinkley Point C. Voilà, donc centrale nucléaire située dans le sud-ouest de l'Angleterre, donc dans le Somerset. Donc, je vais vous rappeler vite fait à peu près les principes d'une centrale nucléaire. Donc, en fait, une centrale est divisée en trois grandes parties. Le bâtiment réacteur, appelé l'îlot nucléaire, le bâtiment, la salle, enfin, îlot conventionnel, la salle des machines, la turbine qui va produire l'électricité, et une troisième partie qui est omise ici, qui est le circuit de refroidissement, et c'est la partie sur laquelle je travaille. Mais j'ai pas trouvé d'autres photos. Donc, ce sont trois circuits qui sont indépendants. Donc, le premier circuit, le circuit primaire, va être en contact avec en fait la réaction nucléaire. Donc, c'est une eau qui va être très pressurisée et qui va pouvoir monter à 500 degrés sans s'évaporer, étant donné que c'est une eau qui est très pressurisée. Et on connaît PV égale nRT. Et donc, cette eau qui va être chauffée par la réaction nucléaire, au contact, par échange thermique, au contact du circuit secondaire. Donc, je rappelle, les circuits sont indépendants. C'est par échange thermique que l'échange va se faire, donc en fait, dans les générateurs de vapeur. Cette eau très chaude va être au contact de circuits secondaires, donc va générer du coup la vapeur dans le circuit secondaire, vapeur qui va être envoyée dans la turbine, turbine qui va créer de l'électricité pour être envoyée dans le réseau. Et finalement, cette vapeur à la sortie de la turbine va être condensée par le circuit de refroidissement avant d'être à nouveau réchauffée. Et circuit de refroidissement qui vient prendre l'eau d'un fleuve ou de la mer, et puis condenser le circuit secondaire avant de repartir dans la mer ou dans le fleuve. Donc, comme ces trois circuits sont indépendants, le circuit 1 est donc vraiment très radioactif, mais le circuit 3 ne l'est quasiment pas. Donc, et la température de l'eau à la sortie est contrôlée et elle est rejetée à la même température qu'elle a été prise. Donc voilà, schématiquement, le principe d'une centrale nucléaire. Donc quelques chiffres pour Hinkley Point C. Donc c'est deux tranches, donc c'est deux lignes de production. Donc là, en fait, ce que je veux montrer, c'est on peut considérer ça comme une ligne de production. Donc Hinkley Point C, c'est deux lignes de production de 1,6 gigawatts, donc c'est les réacteurs les plus performants actuellement, qui peuvent alimenter 6 millions de foyers. Un coût à 32,7 milliards de livres sterling aux dernières nouvelles, donc à peu près 35 milliards d'euros. Donc là, on s'aperçoit que initialement, les 3 milliards d'euros de Flamanville donc, étaient clairement sous-évalués. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on fait le prix a quadruplé, quintuplé, mais la base de départ était aussi clairement sous-évaluée. Donc, car là, actuellement, on est quand même sur du 35 milliards d'euros. Les travaux sont censés être finis, ont commencé en 2017, sont censés finir en 2027. Donc, on prend à peu près 10 ans pour deux tranches, deux tranches. À peu près 70 bâtiments, dont beaucoup de bâtiments de sécurité. Donc, ça va être des bâtiments diesel. Si un jour quelque chose ne fonctionne pas, le générateur de secours va pouvoir prendre le relais. Et c'est plein de bâtiments comme ça. Et des bâtiments de stockage, etc. Donc on est à peu près 10 000 personnes à travailler sur ce projet. À peu près 6-7 000 par jour sur projet. 50 nationalités différentes. 3 millions de tonnes de béton. Donc à titre de comparaison, donc la plus haute tour du monde à Dubaï, on faisait 300 000, donc c'est 10 fois plus que la plus haute tour au monde qui fait actuellement, je crois, 850 mètres. Et c'est 230 000 tonnes d'acier, donc c'est assez d'acier pour faire une ligne chemin de fer entre Londres et Rome. Donc pour ceux qui aiment bien les mathématiques, ça fait à peu près une moyenne, une densité d'acier à 200 kg le mètre cube, là où la construction usuelle, on est plutôt sur du 80.
Donc là, vous pouvez voir en fait donc une photo une vue aérienne de Hinkley Point C, donc disponible sur Google Maps. C'est pas flouté, donc si vous avez envie d'y faire un petit tour, vous pouvez y aller, hein. Vous tapez Hinkley Point C dans la barre de recherche et vous allez voir ce que je vous montre à l'écran. Donc là, vous voyez en fait les deux lignes de production. Donc la ligne 1 avec le bâtiment réacteur. Ici, ça sera la salle des machines. Ici, ça sera la station de pompage. Donc, c'est le bâtiment, c'est un des bâtiments dont je suis responsable, enfin, où je travaille dessus, en fait, qui est sous l'eau, qui va pomper l'eau de la mer pour faire un gros réservoir et va pouvoir envoyer de l'eau pour les circuits de refroidissement à un débit d'environ 120 mètres cubes seconde, ce qui est énorme. Cette eau, après être passée, en fait, va aller dans un deuxième réservoir et va rester ici le temps que la température de l'eau refroidisse avant d'être réinjectée dans la mer. Donc deux lignes. Et donc voilà. Donc à peu près, voilà, cette photo fait à peu près 500 mètres sur 500 mètres, pour vous donner un ordre d'idée. Le bâtiment là fait 80 mètres, à peu près 80 mètres sur 50 mètres. Et là, vous pouvez voir la plus grande grue au monde. Donc je vous montrerai une photo plus tard, qui s'appelle Big Carl. Et je vous en saurai plus par la suite. L'organigramme simplifié de la centrale. Donc, le client, celui qui est responsable de quasiment tout sur le site, c'est NNB, Nuclear New Build Generation Company. Donc, NNB est le client. Donc, en fait, ça va être NNB est financé par EDF à 70% et CGN, China General Nuclear, à 30%. Donc, NNB est responsable d'absolument tout sur le projet, prend la responsabilité de tout et doit répondre à tout. Donc, le client nous donne les plans et nous, les constructeurs. Donc, on est plusieurs, donc Baylor, société compagnie dans laquelle je travaille, donc qui est en fait un regroupant, une joint venture entre Bouygues Travaux Publics et Lengorock, une boîte de construction anglaise. Framatome, donc Baylor est responsable en fait du béton armé. Framatome va être responsable de la pose de la chaudière nucléaire, donc tout ce qui est acier, robinet, etc. Balfour Beatty va être responsable de faire le tunnel qui va aller chercher l'eau de la mer. Donc c'est un tunnel qui va quand même à 3 km au fond du canal. Et donc NNB nous donne les plans et nous, constructeurs, devons réaliser ces plans. NNB, donc le client est considéré comme non sachant, s'appuie d'un groupe d'experts. Donc voilà, je vous en cite aussi quelques-uns. Donc Atkins, qui eux font le design des aciers pour le béton armé, et la JDO, donc Joint Design Office, qui est aussi un service interne qui va répondre à beaucoup de questions. Donc par exemple, Baylor, quand nous n'avons pas pu réaliser un plan que NNB nous a donné, ou que nous avons fait une malfaçon, qui s'appelle en fait une NCR, une non-conformité. Quand nous n'avons pas pu réaliser un plan, nous envoyons une requête à NNB. NNB envoie une requête à ses experts reviennent à NNB et NNB revient vers nous. Donc, il faut savoir que des non-conformités sur un chantier de cette envergure, en fait, je pense qu'il y en a des dizaines, voire même peut-être des centaines par jour. Euh, les experts n'ont pas non plus 48 heures dans une journée. Donc, ça prend du temps à construire. Ceci aussi explique les délais. Et comme NNB est responsable d'absolument tout, car c'est NNB qui va donner son go, les personnes d'NNB ont envie de respecter au plus possible ce qui a été fait pour la sûreté nucléaire. Voilà un petit exemple en fait d'un process de coulage d'un mur en béton pour vous montrer à quel point NNB est présent partout. Donc, dans la préconstruction, donc voilà, nos bâtiments, ça fait des milliers de mètres cubes, on ne peut pas couler ça en un seul bloc. Donc, en fait, on fait des découpages. Une fois qu'on a fait ce découpage-là pour faire notre mur, NNB l'accepte ou l'accepte pas. Une fois qu'on le met en place, donc c'est-à-dire qu'on met en place les aciers et le coffrage, NNB va vérifier que tout est bon. Une fois qu'on l'a coulé, NNB va encore vérifier que le béton respectait bien les doses, qu'on a coulé avec un bon taux de mètres linéaires par heure. Et une fois qu'on a tout décoffré, NNB va encore vérifier qu'il n'y a pas de malfaçon. Donc, ceci vous montre en fait que NNB est présent partout sur ce chantier et on a besoin de signatures partout. Donc, par exemple, en fait, pour couler un mur, du début à la fin, c'est à peu près 23 signatures dont on a besoin. Donc, ce qui est énorme et ce qui explique encore peut-être des délais de construction, mais qui assure en fait une sûreté nucléaire.
Donc, pour vous parler de mon entreprise, Bylor, donc en fait, moi, je vais le résumer à un mot d'ordre, c'est la sécurité. C'est un chantier qui est très rigoureux et qui est très bien entretenu. Il n'y a rien qui traîne. On a une ségrégation entre les voies piétonnes et les voies des machines. Beaucoup de personnes font attention à ce que tout se passe de la manière la plus sûre possible pour qu'il n'y ait aucun accident. Et à ce jour, donc en 5 ans d'exercice, c'est un de trop, mais nous n'avons eu qu'un mort. C'était cette année, c'était malheureux. Mais sur un chantier à 10 000 personnes par jour, enfin 6 000, 7 000 personnes par jour, pendant 5 ans, avec des machines, 50 grues, des centaines de camions, c'est quand même un exploit et qui montre en fait la rigueur qui est mise pour la sûreté de chacun. Donc, un des principes qu'on utilise chez Bylorn, voilà le principe STAR, Stop, Think, Act, Review. Donc, stop pour ne pas se précipiter pour faire le travail. Think pour réfléchir avant de faire le travail de la manière dont je pourrais le faire, de la manière la plus sûre possible. Act, donc c'est-à-dire agir en manière, de façon à se sécuriser soi-même. Poser des questions pour le ask si on n'est pas sûr de comment ça peut se faire. Et le review, c'est retour d'expérience, un Rex, savoir comment je pourrais faire la chose d'une manière plus sûre la prochaine fois. Donc la sûreté, la sûreté, la sûreté, c'est le mot d'ordre qui revient en premier, qui passe avant les coûts, qui passe avant les délais, c'est sûreté. Donc si on retarde quelque chose parce que c'est pas sûr, ce n'est pas un problème et tout le monde va l'accepter. Donc mon équipe Bylor, donc on est plusieurs équipes, donc c'est simplifié aussi, mais grosso modo, donc on a l'équipe travaux, donc qui va être sur site, qui va installer les aciers et les coffrages. L'équipe modélisation, donc qui va être responsable du modèle 3D, donc modèle 3D qui est obligatoire en Angleterre, mais qui est surtout très recommandé pour des grosses constructions comme celle-ci. On a une équipe préparation, donc elle qui va faire tout en place en amont pour que l'équipe travaux ait tout ce dont elle a besoin pour réaliser les travaux au jour le jour. Donc l'équipe préparation qui travaille plusieurs semaines, mois en avance. Et l'équipe des Temporary Work Designers, donc c'est l'équipe dont je fais partie actuellement, qui est responsable des ouvrages temporaires. Donc toutes ces équipes en fait sont en majorité, enfin, discutent entre elles quand possible, car des fois, en fait, au jour le jour, on s'aperçoit de quelque chose à la dernière minute et compliqué de discuter en amont de cette solution-là. Mais en général, le plus possible, ça va être des discussions entre chacun. Donc, qu'est-ce qu'un ouvrage temporaire? Donc, parce que du coup, c'est mon job, oui, c'est mon job. Donc, il faut distinguer deux styles d'ouvrages dans la construction, donc les ouvrages permanents et des ouvrages temporaires. Donc, en fait, un ouvrage permanent, c'est un ouvrage qui a pour but de rester longtemps dans le temps. Donc là, par exemple, le mur, ces murs-là, en fait, il est censé rester plusieurs dizaines d'années. Ça dépend si c'est un immeuble, un pont, mais dans ce cas-là, dans tous les cas, pardon, ce mur va rester à la fin du chantier. Et des ouvrages temporaires, donc c'est tout ce qu'on va on va avoir besoin de mettre pour réaliser ces murs, ces ouvrages permanents. Donc le coffrage, le béton avant de devenir solide est quand même liquide. Et donc si on ne met pas de coffrage autour comme un moule, le béton va s'affaisser et va couler un peu partout et on n'aura pas notre forme d'un mur. Mais le coffrage, en fait, après que le mur ait été coulé, on le retire et il ne restera pas à la fin du chantier. Pareil qu'une plateforme. Donc cette plateforme, sur un mur qui a 20 mètres de haut, on veut couler le mur à 24 mètres de haut, donc on a besoin d'avoir un accès. Et c'est des plateformes qu'on va ancrer directement sur le mur pour pouvoir donner un accès, pour pouvoir poser les coffrages dessus. Donc mon job, c'est designer des ouvrages temporaires. C'est à peu près voilà mes objectifs et moyens. Donc principalement, mon job, ça va être de réaliser des plans et faire des calculs. Donc, le béton, ça pèse quand même 2,5 tonnes par mètre cube en comptant l'acier. Donc, et comme il est liquide, il va quand même exercer une énorme pression sur les coffrages
Et mon job, en fait, ça va être de faire donc des plans 2D ou 3D de ces coffrages-là. Je fais aussi des plateformes, donc je vous ai montré. Les plateformes, on va pouvoir mettre aussi des machines dessus. Donc en fait, tout ça, ce sont des calculs, la structure des matériaux. J'utilise beaucoup les Eurocodes, donc très connus dans le milieu de la construction. Et voilà, mon job, en fait, ça va être, si je peux, je vais travailler en amont sur des designs qui nous ont été donnés par l'équipe préparation. Je vais pouvoir, en fait, les prendre, donc faire quelque chose déjà qui fonctionne, aussi prendre en compte la pénibilité du travail. Donc par exemple, pourquoi mettre 10 panneaux de 1 mètre quand je peux mettre 2 panneaux de 5 mètres? Ça prend moins de temps de grue. Donc en fait, c'est aussi de la réflexion, du bon sens, pratico-pratique, et aussi de la communication avec l'équipe travaux pour lui demander qu'est-ce qu'elle préfère. Donc ça, c'est idéalement quand on a du temps en amont. Sinon, des fois, on a des requêtes de dernière minute où l'équipe travaux n'a pas pu réaliser un plan qui lui a été donné, veut faire une modification, et donc en fait m'envoie la requête et voilà, et me demande si c'est OK ou s'il faut ajouter quelque chose d'autre. Donc c'est à peu près, voilà, c'est mon travail. Donc j'utilise voilà, de la conception assistée par ordinateur, donc beaucoup du AutoCAD, du Robot Structural Analysis, donc méthode des éléments finis. Et mon job, ça va être, voilà, ça va être de designer des ouvrages temporaires qui vont pouvoir résister à tout. Donc au béton, au vent, aux machines qu'on va mettre dessus. Et c'est mon job actuellement en tant que temporary work designer. Voilà. Et donc, donc voilà, je suis un junior, mais il faut savoir que aussi les temporary work design, donc les ouvrages temporaires, sont aussi des levées à la grue. Et donc ça, c'est pour les personnes qui ont quand même un peu plus d'expérimenté, on arrive à faire ce genre de levage qui est quand même assez incroyable. Donc, c'est le liner 3 sur 3. Donc, c'est 11 mètres de haut, 40 mètres de diamètre, soulevé par la SGC 250 mètres de haut, qui s'appelle Big Carl dans le milieu. Donc, c'est 52 conteneurs de 100 tonnes de contrepoids. Et cette grue-là peut porter 2000 tonnes à 100 mètres. Et donc, ça, c'est pas moi qui fait la note de calcul, mais c'est des notes de calcul que ma team peut réaliser. Donc, c'était à peu près 300 tonnes, c'est un petit levage, parce que je crois que le plus gros levage que cette grue va faire, c'est à peu près 1300 tonnes. Et on en a fait on lève aussi des grosses structures de béton déjà pré-coulées qui font 600-800 tonnes avec cette grue-là. Donc ça, par exemple, cette grue-là était un retour d'expérience de Flamanville. Donc Flamanville, il n'avait pas cette grue-là, donc par manque de place et peut-être par manque de moyens, par manque de coûts, enfin de, euh, d'études de prix. Et sur Flamanville, chaque panneau en fait a été soudé in situ, donc c'est-à-dire sur place. Ce panneau-là, comme vous pouvez le voir, en fait, il était soudé à l'abri dans une enceinte qui était à l'abri du vent, de la pluie, de la grêle, des projections, du sable. Et donc ces soudures vont être beaucoup plus propres que celles de Flamanville qui ont été faites in situ, donc qui étaient soumises aux intempéries, donc au vent, à la pluie. Donc c'était aussi un retour d'expérience des déboires de Flamanville. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, un des travaux majoritaires que la Temporary Work Teams, la méthode des ouvrages temporaires, enfin l'équipe des méthodes, enfin l'équipe des ouvrages temporaires peut réaliser. Donc maintenant je vais vous parler des impacts. Excuse-moi Édouard, ici la maîtresse du temps. Ok, Et c'est voilà, si on veut avoir un peu de temps pour les échanges, est-ce que ça tu marche. pourrais, faire synthétique, s'il te plaît? D'accord. Et Merci. ben, les impacts, voilà, donc ça va être court. Donc actuellement, la filière nucléaire, c'est 220 000 emplois en 2023. En 2033, il en faudra 150 000 de plus. C'est 3200 entreprises. Il y a énormément de corps de métiers différents dont on a besoin. Donc, je vous les ai cités là. Donc, ça va être beaucoup de travail à réaliser dans les prochaines années. Mais il n'y a pas que les emplois, en fait, parce que ces emplois-là donc, vont être propres à la filière nucléaire, mais il y a aussi tout ce qui est autour.
donc notamment en fait le développement d'infrastructures, donc des routes, des parkings, l'immobilier. Donc comme vous le savez, on ne construit pas une centrale nucléaire en plein milieu d'une ville, mais en général dans la campagne. Donc c'est-à-dire que c'est des petites villes qui sont autour, qui ne sont pas habituées à avoir en fait 7000 arrivants en laps de temps très court. Euh, donc c'est construire aussi tous ces nouveaux quartiers, ces nouveaux immeubles. De la formation, donc beaucoup d'argent qui est injecté dans la formation d'apprentis dans la région. C'est aussi de la nourriture, donc voilà, donc c'est 2500 repas par jour, ce qui n'est pas négligeable, et aussi des transports, 7000 personnes à transporter par jour. Donc la centrale nucléaire en soi nécessite aussi beaucoup de qualifications et à peu près 10 à 15 000 emplois par an pendant ces prochaines années pour reconstruire la filière. Mais il y a aussi tout ce qui est autour pour le développement de la économique locale qui se fait autour en fait de cet énorme chantier et en fait qui est intrinsèque à la construction d'une centrale nucléaire. Donc, en conclusion, la France se base sur un mix énergétique nucléaire renouvelable, donc qui a l'air d'être pertinent dans le contexte écologique actuel pour en fait atteindre les accords de Paris. La filière nucléaire donc reste à reconstruire, mais voilà, le président de la République a décidé cette année la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires et donc normalement, là où il y a de l'argent public, il y a des personnes pour pouvoir les utiliser à bon escient. Donc cette construction nucléaire, comme au plan Mesmer, va pouvoir en fait donner du travail à des centaines de milliers d'emplois, des centaines de milliers de personnes pour les décennies à venir. Parce que une centrale, si on, grosso modo, on dit qu'une centrale coûte 15 milliards, les 6 centrales qui sont que le début pour le moment, on parle de centaines de milliards pour les dizaines à venir. Donc ça va être un travail, enfin un marché colossal. Et tout ceci, en fait, pour nous assurer d'une pérennité énergétique française et ne pas arriver en 2050 et se rendre compte qu'en fait, on n'a pas bossé et qu'on peut plus se chauffer en hiver. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Voilà. Oui, Bah, écoute, alors, enfin déjà, Edouard, félicitations, hein, c'est Pascal Barilot là pour le travail qui a été fourni. Bien évidemment, on va passer aux questions maintenant. Alors pour rappel, hein, on n'est pas là pour faire l'apologie du nucléaire, mais pour découvrir avec Edouard là, ce partage d'expérience sur une des solutions énergétiques qui nous permet d'atteindre l'objectif de neutralité carbone, qui est ambitieux. Il y a ça, il y a d'autres choses. Voilà, je laisse maintenant un petit peu les autres poser des questions. Moi, j'en ai quelques-unes si jamais il en manque, mais alors Imma, priorité aux invités. oui, c'est Chantal Farr, bonjour à tous. Je vais commencer par une question qui a été posée au tout début par Monsieur Demet Alain sur l'EPR 3.0. Il dit qu'il est encore en cours de conception. Dans quel délai disposera-t-on du dossier générique de sûreté qui doit être soumis à l'ASN? Ensuite, il faudra encore faire valider par l'ASN le dossier de sûreté spécifique de chaque site, puis la construction. Cela nous amène à quelle année pour la première production? Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est vrai, donc ça, c'est plutôt du côté EDF, hein, moi, je suis côté constructeur. Donc du coup, je crois que si vous vouliez parler de la 3.2, donc le design qui est en train d'être fait actuellement à Lyon par c'est Advance, c'est une filiale d'EDF. Ça nous emmène en fait normalement, d'après ce que j'ai compris, à 2028. Voilà, première, donc ça serait celle de Panly. Donc l'excavation a déjà commencé à Panly. Et on est dans les 2023, 5 ans d'excavation, parce que c'est quand même des centaines de milliers de mètres cubes de roches à excaver. Ça nous emmène, je crois, d'après ce que j'ai entendu dire, premier béton coulé en 2028. Donc après, Ok. voilà, il y a toutes les acceptations de la SN, mais ça, je ne saurais dire. Mais j'ai entendu 2028 pour les premiers bétons, le démarrage du chantier à Panly. Voilà. D'accord. Du coup, justement, Monsieur Citan avait posé la question. Donc, justement, on parlait de réacteur à Penly. Lui, concernant ce réacteur, il dit que le budget initial est de 18 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est à 32 milliards. Est-ce que ce n'est pas la fin de la construction et pourquoi de telles dérives? Euh,
peut pas répondre à tout non plus, hein. Ouais. Bah, Euh, je saurais pas dire pourquoi on passe de 18 à 32. Parce que déjà sur Penly, donc je pense qu'on parle de Penly, donc la prochaine centrale, donc c'est 2 réacteurs qui vont être faits. 32 milliards pour 2 réacteurs, ça me paraît pas aberrant, puisque moi je viens de vous donner le chiffre de 32 milliards de livres sterling pour Hinkley Point C. Donc ça quand même, ça colle au bot, parce que les ordres de grandeur sont les mêmes. Euh, donc ces dérives-là, en fait, moi je pense pas que ça soit une dérive. Je pense que surtout le 18 milliards, c'était peut-être en fait sous-évalué, comme Flamanville qui avait été évalué à 3 milliards initialement. Donc là actuellement, EDF avance un chiffre de 32 milliards pour la construction d'Hinkley-Point-C, donc 32 milliards pour les 2 réacteurs à Penly. Moi, ça me paraît cohérent. Donc je dirais pas ça une dérive, je dirais plutôt peut-être c'est un mauvais calcul initial. D'accord. Quels sont pour vous les enjeux qui permettraient d'améliorer les coûts et les délais, notamment en ce qui concerne la construction des 6 EPR français? L'effet de série est-il la principale raison de la réussite du plan Messmer ou a-t-il d'autres pistes? Alors, je pense que déjà, l'effet de série, donc quand on fait une tâche à répétition, on devient quand même de plus en plus expert dans sa tâche et ça va nous prendre de moins en moins de temps. Donc ça, c'est la première chose. Donc, en effet, l'effet de série joue. Il faut savoir aussi qu'il y a le retour d'expérience. Donc là, comme j'ai pu vous le faire, un exemple avec donc, la grue qui est Pic-Carl, ça a été un retour d'expérience de Flamanville pour Hinkley-Point-C. Et maintenant, on a beaucoup moins de problèmes de soudure à Hinkley-Point-C que l'on a eu à Flamanville. Mais justement, oui, cet effet de série, mais c'est surtout en fait la standardisation qui va nous permettre, pour moi, de, qui va nous permettre de pouvoir en fait diminuer le temps de construction et aussi la construction en fait couplée par 2. En fait, il y a énormément de raisons pourquoi construire 2 réacteurs et non pas un est quand même beaucoup plus efficace. Parce qu'à à Flamanville, il n'y en avait qu'un. Donc, quand il y avait un problème qui empêchait l'avancée et la construction dans le futur, en fait, tout est arrêté et on ne pouvait pas continuer le travail. On était arrêté avant que le problème ne soit résolu. Ici, par exemple, il y a une Cléponty, on a 2 centrales. Et plusieurs fois, on a eu des problèmes sur une unité. Et ben, c'est pas grave, on a attendu d'avoir la réponse. Et les personnes ont basculé sur l'autre unité pour ne pas avoir une main-d'œuvre en fait qui ne fait rien et qui attend que ça se passe et que le délai prenne des retards. Donc, ça va être donc des retours d'expérience, beaucoup de retours d'expérience, un effet de série parce que ça, l'effet de série en fait va surtout euh, faire des experts dans la filière. Donc, ça veut dire que les personnes sauront ce qui est à faire et donc ça va considérablement réduire les délais pour moi. Le phénomène de standardisation très important. Donc, c'est-à-dire que on parle quand même de volumes énormes. Et ça, c'est aussi quelque chose que bon, je reproche un peu sur la construction à Hinkley, c'est que 2 murs en fait ont des aciers complètement différents. Donc ça, c'est un peu dommage parce que des fois, si on aimerait bien utiliser un acier qu'on a en stock, qu'on a commandé d'un autre mur qui va arriver dans 2 mois, pour le mur qui est en train d'être fait actuellement, à la place de commander un autre acier et le temps qui viennent. Donc, ça va être standardiser les aciers, standardiser des méthodes et aussi, en fait, faire une bonne préparation. Moi, j'ai appris à l'école que, en fait, la réussite d'un chantier se passait aussi sur la préparation. Et en fait, c'est une grosse préparation en amont en termes de flux, de séquences, de planning. Quelque chose aussi que je déplore actuellement sur mon chantier, c'est que ça va être le. Donc, on a beau avoir des centaines d'heures qui ont été passées en amont pour la préparation d'une séquence, d'un plan, en fait, pour qu'au dernier moment, ça soit le chef de chantier qui décide de ne pas suivre la séquence et de faire à sa sauce. Et personne ne lui dit rien parce que c'est lui qui a l'autorité. Donc ça, voilà, ça met un peu la séquence en péril, car les flux, en fait, avec ça, sont de l'acier qu'on a pu utiliser, enfin qu'on a commandé pour tel jour, qu'on ne peut pas utiliser parce que le chef de chantier a décidé de l'utiliser pour un autre mur, enfin de faire un autre mur, voilà, ça fait de la place de perdu, des aciers commandés. Donc
Ça va être, voilà, c'est une bonne préparation, un effet de série, des retours d'expérience, une standardisation et une très bonne communication et une mise en commun en fait de toutes les ressources disponibles sur site. Parce que aussi sur site, il faut savoir que c'est un énorme site et donc en fait, il n'est pas géré d'un seul gros bloc. Il y a plein de petits blocs de notre site et chacun a sa plateforme et chacun gère son truc dans sa plateforme. Et donc, des fois, une personne va posséder quelque chose, enfin, une plateforme va posséder quelque chose dont une autre plateforme a besoin, mais ça sera actuellement sur ce site, c'est pas possible de faire des échanges. D'après ce que peut-être Ok, que je rate des donc, trucs, mais d'après ce que voilà. ouais, c'est Pascal. Donc, il y a effectivement l'optimisation qui est un peu plus pratique quand on a plusieurs chantiers. Alors, j'ai vu passer des questions intéressantes. Après, certaines, ça ne nous concerne pas hein, sur l'arrivée du chinois dans le capital. Bon, là, on est sur des thématiques qui sont un peu plus politiques. J'ai vu par contre passer comme il reste que 10 minutes, je me permets là, une question sur les SMR, les mini-réacteurs. Je ne sais pas si ça te parle, toi, Edouard, savoir Oui. si ça fait partie du mix énergétique. Alors, Enfin, moi, je ne connais pas. Ouais. pas trop de news en ce moment, donc ça s'appelle des Small Modular Reactors. Donc en fait, ouais, c'est des réacteurs nucléaires qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus facilement constructibles et qui peuvent s'implémenter beaucoup plus facilement dans la région. Donc en France, je ne sais pas, mais je sais qu'en Angleterre, Rolls-Royce est en train je crois qu'ils ont lancé le Go en Angleterre pour en faire quelques-uns. En France, je ne sais pas. Mais bon, oui, ça paraît pertinent de faire des petites centrales un peu à droite à gauche plutôt que des énormes centrales éloignées de tout. À voir, je ne Si saurais je pas peux me dire plus. permettre, en France, j'ai fait filiale Neward pour développer les SMR et ils seront voués à l'exportation en effet. Donc en France, on est sur des SMR. Oui, oui, on a enfin EDF et Edvance également ont lancé une nouvelle filiale pour développer les SMR. Cependant, on est pas mal en retard par rapport à des pays comme les États-Unis, la Chine, notamment. Et ben voilà, donc c'est en cours les SMR. Mais ça paraît Ok, pertinent merci. aussi. Donc là, il nous reste 6 minutes. Je ne sais pas s'il y a Une une dernière question. question. Édouard Gaillot demande si, enfin, Édouard Thomas a parlé de reconstruire la filière du nucléaire français. À quel point les compétences et connaissances françaises, qui étaient reconnues mondialement il y a 30 ans, ont-elles été perdues? Oh, bah, question assez difficile. Notre dernier réacteur date de 2022, c'était il y a 20 ans. Et la seule expérience qu'on a eue, c'était Flamanville, donc un chantier qui n'a pas vraiment été époustouflant de par sa réussite. Ah, je pense qu'on a toujours quand même des anciens, parce que c'était bon, c'était il y a 20-30 ans, c'était pas non plus le siècle dernier, mais enfin si, c'était le siècle dernier, mais c'était pas il y a 100 ans. Ça reste quand même il y a 20-30 ans. Je pense qu'il faudrait juste capitaliser cet ancien savoir et bah, former la nouvelle génération. Voilà, il faut. Moi, c'est à refaire, mais on a quand même une base solide. Donc, il faut juste aller un peu mettre les mains dans la pâte, aller fouiller, et je pense que ça pourrait repartir. Voilà. Bah, disons que ça fait partie effectivement de l'enjeu. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que sur cette filière-là, enfin sur la partie énergie d'une façon générale, là on a mis de zoom sur la partie nucléaire, mais il y a effectivement des besoins qui sont clairs, qui sont avérés, des politiques qui se développent vers ce type de solution en mixité avec d'autres, hein, avec d'autres énergies renouvelables. Donc, il y a à travailler énormément pour relever les défis climatiques. Ça, c'était le point d'entrée, en fait, de ton exposé, Édouard. C'était de dire que voilà, la planète se réchauffe et il faut qu'on agisse tous. Alors, l'énergie, ça fait partie du sujet, mais après, il y a tout le reste, évidemment. L'idée étant de moins consommer d'énergie aussi, puisque ça permet déjà de résoudre une bonne partie du problème. Donc, on a chacun à notre niveau à faire nos efforts et puis ben, à alimenter
ces industries-là de l'énergie pour travailler sur ce défi climatique qui nous attend, non, qu'on a à relever clairement. On est dans le présent, là, on n'est plus dans la fiction. Et comme Euh, tu as raison, la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. c'est ça. Donc Bah, sobriété. écoutez, alors on avait prévu 1 heure, donc on est à 3 minutes, on est plutôt pas mal. Donc je voulais vraiment, au nom de tous et toutes, te remercier, Edouard, pour le travail qui a été fourni. Comme l'avait indiqué Florence, donc on vient de démarrer, hein, ce groupe professionnel, construction et aménagement. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous allez recevoir normalement une enquête et puis on vous fera passer des liens pour nous contacter et puis faire partie de l'aventure. Là, j'invite toutes les personnes, celles et ceux qui souhaiteraient parler d'autres solutions pour ces défis énergétiques en complément, hein, éolien, photovoltaïque, que sais-je, ou parler des constructions bois. Tout ce qui tourne autour de l'aménagement nous intéresse. Vous l'avez bien compris, ce qu'on souhaite, c'est partager avec le plus grand nombre. On n'est pas des politiques, hein, on est là entre techniciens et entre passionnés de la construction. Et l'idée, c'est de pouvoir profiter de ces moments-là, 1 heure de temps en temps, pour échanger là-dessus et voir un peu quels sont les défis actuels et comment on les relève. Ça, c'est fondamental. Et on est à la recherche, sachez-le, vous l'aurez aussi dans le mail, d'ambassadeurs pour animer au niveau des régions. Alors, je ne sais pas si, Chantal, tu peux partager la carte. On a des zones. Voilà, on a repris les zones classiques des représentants Mine Plus. Et donc, sur certaines zones, on a besoin de relais locaux. Alors, les relais locaux, rassurez-vous, c'est plus pour organiser des animations de 5-10 personnes, des visites chantiers, des choses comme ça, pour qu'il puisse y avoir des animations locales, des petits déjeuners de travail. On y passe une demi-heure, 10 minutes. L'idée, c'est vraiment de créer des manifestations localement dans toutes les régions, de pouvoir partager avec le plus grand nombre derrière. On ne fera pas toujours que des webinaires de ce style d'1 heure. L'idée, c'est aussi qu'on puisse se voir avec tous les acteurs qui sont présents localement. Donc, on compte sur vous, on est motivé. Vous voyez qu'il n'y a pas que des vieux comme moi qui sont à la manœuvre, il y a aussi les jeunes générations qui sont là, qui poussent, qui sont pleins d'énergie. Heureusement, il y a la jeunesse aussi de Florence qui nous aide à tenir le truc. Mais plus on est, mieux c'est. Donc, on compte sur vous pour répondre au questionnaire. Vous nous ferez part éventuellement des sujets que vous voudriez voir traités, des idées. On prend tout, on analysera ça d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Florence, le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé activement. Merci encore à Édouard et puis, à très bientôt. À très bientôt. Le timing était parfait. Au revoir tout le monde. Merci. Eh ben, Au merci revoir, beaucoup. Au merci. revoir. Ah, nickel, ça. Merci à vous Chantal aussi au fait, on vous a pas assez remercié. Je vous en prie. À bientôt Chantal. Oui, à vous aussi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.